Bah voilà, sur ce nouvel épisode de Ça roule Quentin aujourd'hui, encore ravi de te retrouver Quentin. Mais de même Eric, comment vas-tu Bah écoute, pour ce nouvel épisode? la journée ensoleillée, journée pour rouler on va dire, alors ça rime, je sais pas si c'est vraiment valable, mais en tout cas bon, ravi de te retrouver aussi pour ce nouvel épisode de cette saison de Ça roule Quentin, encore avec pas mal d'électriques, vous allez voir, on va pas mal évoquer de dossiers sur les véhicules électriques, mais aussi des informations de dernière minute qui nous sont tombées et qui risquent de modifier un peu nos comportements sur la route. C'est ça, et notamment les ZFE qui ne disparaîtront pas aussi vite que certains automobilistes l'attendaient. Eh ben on en parle tout de suite. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence, présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Et oui, la grosse actu de cette fin de semaine dernière, c'était la suppression finalement de l'amendement qui supprimait justement les ZFE. Alors c'est un long dossier, les ZFE, tantôt elles y sont, tantôt elles n'y sont plus. Juste pour nous éclairer sur la dernière actualité autour des ZFE, on va peut-être aussi rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce qu'est la ZFE et quelle est la dernière actualité en lien avec cette zone à faible émission ? Alors la ZFE, oui, donc la zone à faible émission, pour les automobilistes qui ne connaîtraient pas, c'est un dispositif qui a été mis en place à Marseille à partir de 2022 et qui en fait délimite une zone dans le centre-ville où les voitures les plus anciennes, les plus polluantes ne sont pas autorisées à rouler. Ça c'est pour la théorie. Dans la pratique à Marseille, il n'y a jamais eu de contrôle, mais ça a été plus appliqué notamment à Paris, à Lyon aussi. Je sais que Grenoble, il me semble, toi qui es grenoblois, je confirme. C'est un gros sujet là-bas. À Marseille, il avait été un temps question d'interdire les voitures critère 3, donc avec la petite vignette qui est appliquée en fonction de l'âge de la voiture et ses émissions de polluants, et puis ça a été retoqué, et voilà, donc ça fait à peu près un an maintenant que certaines voix, notamment à l'Assemblée nationale, voulaient supprimer ces ZFE. Vivement critiqué, alors pourquoi justement il y a eu beaucoup de critiques sur la mise en place de ces ZFE ? Parce que ça a été pointé du doigt comme de l'écologie punitive à marche forcée, qui accompagnait pas assez les gens pour changer de voiture finalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'à Marseille, la mesure des critères 3 a été annulée par Martine Vassal, à l'époque présidente de la métropole. Il y a une loi de simplification économique qui avait été votée, et donc à la faveur de cette loi, ils avaient rajouté des amendements. C'était un amendement, ouais. La disparition des ZFE était quasiment actée, et la suppression des ZFE a été supprimée. Voilà. c'est ce qui a été annoncé hier. Le Conseil constitutionnel l'a annulé finalement parmi 25 articles de cette loi de simplification de la vie économique. Donc ça remet les compteurs à zéro, et voilà, ça va encore faire nourrir les débats autour de cette ZFE, parce que du coup, en fait, en l'état, ça va repartir comme c'était prévu. Il faut voir s'il ne va pas avoir des arrangements, mais bon, pour l'instant, à l'instant T, les éléments dont on dispose. Pour l'instant, on ne va pas encore retirer les panneaux qui indiquent son périmètre à Marseille, non. Ouais, donc dossier à suivre effectivement sur les ZFE et les contrôles pour les véhicules dits, je mets des parenthèses, les plus polluants. Les contrôles, on continue d'en parler avec un article que tu as écrit dans La Provence, à toujours trouver sur ton article sur laprovence.com. Ce sont les radars. Alors, vous adorez les radars. Sachez bientôt que les communes vont pouvoir elles-mêmes disposer de la mise en place des radars. C'est bien ça ? Ouais, petite nouveauté en 2027. Ça fait partie d'une autre loi, la loi de décentralisation, qu'on appelle aussi loi 3DS. Tu es très législatif aujourd'hui, Quentin. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on est dans le législatif pur et dur. À fond. Mais en gros, il y a un article de cette loi qui permet aux communes, aux intercommunalités, aux départements aussi, de financer leurs propres radars à partir de 2027 et de les faire installer. Parce que jusqu'à présent, c'était la préfecture qui décidait de la mise en place de radars, c'est ça ? Oui, voilà, la préfecture, la sécurité routière. Alors, ça sera toujours un peu le cas, puisque les communes devront demander l'avis de la préfecture avant toute installation. Il devrait y avoir des études faites, notamment sur l'accidentalité des axes où ils veulent les installer. Ça ne sera pas fait n'importe comment. Mais l'Union des groupements d'achat public, l'UGAP, qui se charge de fournir des équipements aux communes, en fait. Je ne connaissais pas lui. Comment ? Je ne connaissais pas l'UGAP. Moi non plus avant de faire l'article. Estime que ça pourrait favoriser l'installation de 3000 à 5000 radars par an. La Cour des comptes, qui a fait un rapport en 2024, table sur un peu moins, autour de 1000 radars par an. Bon, c'est quand même conséquent, sachant qu'on en compte déjà environ 5000 en France. Donc les détracteurs des radars vont avoir du grain à moudre, encore une fois. Ouais. Ceci dit, ça pose quand même des questions pour les communes, la mise en place de ce dispositif. Oui, j'ai interrogé plusieurs représentants d'associations de maires en Provence qui, pour certains, trouvent que c'est une bonne mesure pour sécuriser des tronçons routiers, mais s'inquiètent un peu de... Alors déjà, ils s'inquiètent
du fait qu'on leur donne une nouvelle compétence et du coup sans forcément de contrepartie derrière, puisque pour l'instant toutes les recettes iraient à l'État. Il y a des discussions en cours pour en reverser une partie aux collectivités et ça pourrait être déterminé avec la prochaine loi de finances. La mise en place, concrètement, ça serait à partir de quand pour les communes ? 1er janvier 2027 en théorie, 1er janvier, serait capable de le faire et ce serait donc a priori des radars urbains, c'est des petits radars qu'on a déjà commencé à voir fleurir sur plusieurs grands axes à Marseille, notamment la route Léon Lachant qui mène vers la Gineste dans le 9e arrondissement et qui permettent de flasher aussi bien pour la vitesse que pour le franchissement de feux rouges. C'est des radars sur pylône, c'est ça Oui, c'est ça, mais ils sont plus petits que les tourelles assez gracieuses qu'on voit depuis un bon moment maintenant. Qui ne sont pas des nichoirs, on le rappelle. Ouais. Plus petits et donc plus discrets aussi, moins facile à voir quand on circule. Bon, effectivement, écoute, merci de cette précision. Je rappelle, tous les éléments sont à retrouver dans ton article sur laprovence.com. On continue sur les petites actus avec, on en parlait récemment, forcément à la faveur de la hausse du prix du carburant. C'est la vente des véhicules électriques qui continue de bondir et tu as des chiffres. Oui, j'ai eu des chiffres de la part du cabinet de données AAA Data qui nous fournit régulièrement des statistiques assez précises sur les ventes de voitures. Et donc sans surprise, dans le contexte de flambée des prix des carburants qu'on connaît, les immatriculations de voitures électriques neuves bondissent en Provence. Plus 60% si on prend les 3 départements que nous couvrons au mois d'avril. Et dans le détail, c'est 55% de plus dans les Bouches-du-Rhône, 63% en Vaucluse et même un énorme 190% dans les Alpes de Haute-Provence où, si on regarde un peu plus en profondeur, le nombre de véhicules est quand même moins significatif. Donc à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même une forte hausse de ces ventes de voitures électriques. Ouais. Et ça devrait s'accentuer, notamment à la faveur aussi du leasing social, dont la nouvelle mouture va être mise en place au mois de juin, c'est ça ? Oui, ça devrait à nouveau booster le marché auto, qui était quand même, ça fait plusieurs années qu'il est en berne. Le gouvernement va subventionner 100 000 voitures électriques à partir du mois de juillet. Donc voilà, ça va encore booster les immatriculations de voitures neuves. Le marché de l'occasion aussi rebondit pour l'électrique, alors même qu'il était un peu plus moribond auparavant. Ouais, un marché électrique qui était plutôt moribond, mais pourquoi ? Parce que en fait c'était surtout des voitures qui revenaient de leasing au bout de 3 ans, qui se retrouvaient sur les parkings des concessions, plus difficiles à revendre du coup. Mais comme elles sont généralement moins chères que les voitures neuves, plusieurs concessions locales m'ont dit constater un rebond qui se traduit aussi dans les chiffres que AAA Data m'ont transmis. En occasion, c'est 31% de plus dans les Bouches-du-Rhône, 49% en Vaucluse, 60% dans les Alpes. Donc voilà, il y a un marché vraiment qui se met en place. Une forte augmentation, notamment sur des plus petites voitures électriques qui sont à des tarifs plus intéressants qu'en neuf. Et tu avais fait un article aussi sur le marché de l'occasion dans l'électrique. Oui, récemment. Je me souviens, il est à retrouver pareil sur laprovence.com assez facilement. Bon, écoute, merci. On reste dans l'électrique dans notre dossier du jour. Justement, l'électrique, on continue d'en parler dans notre dossier du jour. On en a déjà parlé aussi par ailleurs dans différents épisodes de Ça roule Quentin. C'est notamment l'arrivée en force des véhicules électriques chinois. On le remarque en Provence, on commence à avoir déjà pas mal de marques que l'on peut croiser sur les routes et autoroutes. C'est vraiment une tendance de fond là, que tu as pu constater ? Clairement, oui. Alors, ça fait plusieurs années déjà qu'on sait que BYD, un géant chinois, s'est implanté en France et en Provence. BYD et MG Motor aussi, ils ont écoulé 100 000 voitures en France ces dernières années. Et ces marques sont suivies de nouveaux arrivants en 2026. Il y a notamment le groupe Chery, personne connaît en France, mais qui est un géant chinois, le premier exportateur chinois d'automobiles, qui a lancé ses marques Omoda et Jeku en France. Ils ont déjà 7 concessions en Provence en l'espace de 2 mois. 7 concessions déjà, ah oui, effectivement. Ouais. Et en termes de vente, alors ça se ressent. Il n'y a pas une explosion des ventes pour toutes les marques, mais en un mois d'exploitation, ils ont vendu 58 voitures en Provence, ce qui je trouve quand même assez fort pour une marque inconnue au bataillon. Et idem BYD, là en un an ils ont vu leur vente progresser de 36% dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est quand même assez fort. Oui, cette concession, c'est vrai que ça traduit quoi ? C'est une stratégie de commerciale, j'imagine. Traduit là où certaines marques ont échoué. Je pense à Airways, à VinFast, qui est une marque vietnamienne qui ont voulu se lancer en France mais sans créer un véritable réseau. Ces marques-là, ces nouvelles marques comme Omoda et Jeku, comprennent qu'il faut un réseau local pour réussir, et donc elles ouvrent en masse des concessions, y compris pour assurer l'entretien de leurs véhicules et montrer aux clients potentiels qu'elles sont là. Et ça marche.
marche, puisque j'ai interrogé par exemple Georges, un automobiliste varois, qui m'expliquait déjà avoir été séduit par l'esthétique du GQ5, qui est un SUV compact hybride à un peu moins de 27 000 euros. L'intérieur aussi lui a plu, mais ce qu'il a vraiment marqué, c'est que le commercial a pris le temps de bien lui expliquer les choses, de répondre à ses questions, ce qui n'était pas toujours le cas dans l'expérience client avec les marques chinoises auparavant. GQ, c'est une des marques dont on entend parler en ce moment. Il y a une autre automobile dont tu nous avais parlé, c'est Leapmotor aussi. Ouais, Leapmotor, c'est la marque chinoise de Stellantis. D'accord. Il y a vraiment un énorme groupe derrière. Alors eux, leur vente reste plutôt anecdotique. En Provence, j'ai eu quelques chiffres. C'est assez confidentiel de ce que je constate, mais ça pourrait s'accélérer puisque le groupe Stellantis a annoncé un grand plan d'investissement cette semaine, et Leapmotor va fabriquer 2 modèles pour l'Europe en Espagne, qui seront distribués également en France, et va produire aussi des voitures de la marque Dongfeng, qui est une autre marque chinoise pas présente chez nous, dans son usine de Rennes. D'accord. D'autres vont encore arriver. Et tu as évoqué là, le prix du SUV là, pour GQ, justement. J'ai l'impression que c'est surtout au niveau des prix que ça séduit cette clientèle. Ouais, ils mettent en avant un rapport qualité-prix assez impressionnant. Pareil, BYD, on va en parler après, mais ils lancent leur SUV compact, le Atto 2, en hybride rechargeable à moins de 27 000 euros. Ce qui est un tarif très bas pour une hybride rechargeable. Si vous voulez un modèle équivalent européen, c'est plusieurs milliers d'euros en plus. On est plus sur 40 000 sur des SUV classiques de marque européenne, non ? Oui, autour de 35-40 000 minimum. Bon, alors voilà, il y a une vraie offensive, mais qui ne se traduit pas toujours en termes de vente, comme on peut le constater pour certaines marques. C'est ce que m'a expliqué Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet de conseil SIA Partners. C'est une déferlante d'annonces parce que l'Europe est un débouché intéressant pour les Chinois. Pour les constructeurs chinois, pour plusieurs raisons. Alors, il y a la question du volume, parce que le marché domestique chinois, il sature. Aujourd'hui, on a un taux d'équipement qui est déjà assez élevé. Donc, il y a l'idée de chercher un débouché en Europe, en exportant des voitures vers l'Europe, pour saturer la capacité de production chinoise. Arnaud Aimé, que l'on vient d'entendre, que tu as pu interroger. La grande question que l'on peut se poser, peut-être sur ces véhicules de marque chinoise, c'est la qualité. Est-ce je sais que tu as pu en tester déjà. Toi, de ton avis, c'est toujours difficile de donner un avis sur le long terme, parce que les voitures évoluent rapidement, mais toi, l'impression que tu as sur la qualité de ces véhicules, en restant objectif, évidemment. C'est mitigé, ça dépend les modèles, clairement. J'avais testé une Xpeng, qui est une autre marque, mais plus haut de gamme. Ils ont une concession à Bouc-Bel-Air, je crois. Tout à fait, ouais. Et eux, honnêtement, j'avais vraiment l'impression d'être dans une voiture européenne haut de gamme. Il y avait peu de différence en termes de finition. Si on essaye une Leapmotor, c'est un peu moins qualitatif. On a beaucoup de plastique, parfois des bris de mobilier. BYD a fait de gros progrès. Au début, c'était pas ça non plus. Ça s'est beaucoup amélioré en termes de finition aussi. Et pour le prix, j'ai été impressionné. Ouais. Justement, dans la stratégie commerciale de ces marques chinoises, c'est justement peut-être parce que le marché sature en Chine et qu'ils sont obligés d'exporter aujourd'hui. Exactement. Tu l'as très bien résumé. Il y a plus de 150 marques de voitures en Chine. Certaines qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, et un taux d'équipement qui est de plus en plus élevé. Comme ici, on n'achète pas une voiture tous les 4 matins non plus. Donc il faut bien que ces voitures soient exportées. Et l'idée, ce que m'a expliqué Arnaud Aimé, encore une fois, peut-être qu'on peut le réécouter, c'est que les constructeurs chinois peuvent se faire une marge plus importante en exportant en Europe. C'est quand même tempéré par la Commission européenne, qui avait instauré des droits de douane sur ces voitures. Mais ils arrivent quand même à casser les prix. Donc, ce qu'a fait la Commission européenne, c'est pour chaque marque, en fait, ou chaque constructeur, dire, toi, tel constructeur, tu vas payer, je crois que ça va jusqu'à 36%, d'autres, c'est seulement 18% ou 9%. Et d'où l'idée, là, et c'est sorti ces derniers jours, si vous avez vu, Stellantis qui va accueillir Dongfeng dans son usine de Rennes. Donc, je veux dire, l'idée des constructeurs chinois, et c'est, je pense à ce moment-là qu'une déferlante pourrait arriver dans les ventes, c'est le jour où ils produiront localement. Parce qu'on peut imaginer, ils économiseront les droits de douane. Par contre, leurs coûts de production deviendront plus élevés. Arnaud Aimé, donc spécialiste en transport, que tu as pu interroger. Justement, on continue dans le véhicule électrique et le marque chinoise avec le test d'une voiture, la BYD Atto 2 DMI. Je l'ai bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé, bravo. Tu es prêt à devenir commercial BYD. Et voilà, tout à fait. Oui, j'ai testé cette voiture spécifiquement pour faire ce dossier sur les voitures chinoises. J'ai pu la tester entre Avignon et Montpellier. On s'est fait un road trip, voilà. Ouais.
pour la tester. Donc c'est une hybride rechargeable, hein, un D'accord, SUV ouais, compact qui embarque donc une partie électrique et une partie thermique essence, avec la promesse de parcourir environ 90 km en tout électrique. Et bien, promesse tenue, j'ai envie de dire. Pour une fois, l'autonomie est vraiment celle annoncée. De la gare d'Avignon TGV au Sainte-Marie-de-la-Mer, on a roulé en tout électrique sans aucun problème. Sur autoroute, à une vitesse, pas sur autoroute, un ouais. petit peu de voies rapides, et puis surtout Ouais. des départementales, et un peu de ville aussi. Donc voilà, cycle assez mix, comme on dit, et très très fidèle. C'était assez bluffant. Ensuite, voilà, le moteur thermique s'est rallumé, c'était un peu plus brillant, un peu plus de... Et oui, la transition, comment elle se passe entre les deux, ouais. Très fluide. Alors parfois c'est pas le cas. Ici c'est vraiment imperceptible au volant. Donc vraiment là-dessus c'est réussi également. Ouais, donc c'est un SUV. On est sur quel type de format là avec cette C'est un BYD? petit SUV qui est tout de même assez spacieux. Franchement, à l'avant comme à l'arrière, on est bien installé. On a un coffre qui est plutôt correct, 425 litres. Voilà, c'est franchement satisfaisant. Comme je l'ai dit, la finition est plutôt bonne. Simili-cuir, voilà. Peu de bruit de mobilier en roulant. Parfois on entend des grincements sur les voitures les moins chères. Ici, c'est pas le cas. Il y a un écran tactile de quasiment 13 pouces sur le tableau de bord qui intègre les applications de Google. Non, c'est franchement une réussite. Alors, il y a juste, moi, ce qui m'a agacé, c'est le bruit des clignotants. On a l'impression qu'il y a une erreur en permanence et que la voiture nous la signale. Ah oui. Voilà, c'est un petit peu énervant. Faut s'y habituer ou... Je sais pas si je m'y habituerai personnellement, mais il faut le savoir avant d'acheter cette voiture, quoi. Il n'y a pas de réglage possible du son. Non, malheureusement. Oui, c'est pour ça, j'allais te demander. On est sur un segment de SUV, on est sur un segment de Peugeot 3008 à peu près, enfin si on fait une comparaison. Plutôt Peugeot 2008 si on devait 2008. comparer, mais en fait il n'a pas trop de concurrence cet Atto 2 DMI, parce qu'en SUV compact hybride rechargeable, il n'y en a pas. D'accord. C'est de l'hybride traditionnel généralement. Ouais. Il est un peu tout seul sur son créneau. Tu l'as dit, l'assise plutôt confortable et plutôt vraiment bien. Oui, ça va, et puis un amortissement réussi qui gomme assez bien les ralentisseurs. La tenue de route, idem, elle nous a jamais fait défaut. Bon, il y a juste une fois où l'aide au maintien dans la voie a voulu nous envoyer dans le décor. Vous savez, cette aide à la conduite qui vous maintient bien dans votre voie sur la route. À un moment donné, elle a voulu bifurquer sur le bas-côté. On n'a pas compris pourquoi. Ah ouais. C'est pas un défaut propre à BYD, ça m'est déjà arrivé sur d'autres voitures. Donc voilà, faut quand même être vigilant au volant. Et j'ai pas apprécié par contre le freinage qui était assez spongieux comme on dit. Donc faut vraiment appuyer à fond pour arrêter la voiture. C'est assez déroutant, notamment en ville. Ah oui, faut pas attendre le dernier moment pour freiner. Faut quand même conduire avec anticipation. Sur ce BYD Atto 2 DMI, pour ça veut dire quoi d'ailleurs? Enfin, on le sait ou pas forcément. C'est pas DMI. C'est pas du do it yourself. DMI, ça veut dire dual mode. Le I veut dire intelligent. D'accord. Bon, très bien, comme ça on a la réponse. J'allais te demander tout simplement le prix de ce véhicule. C'est là où ils font très fort. Il faut compter 26 990 € pour le modèle qui dispose d'une quarantaine de kilomètres en autonomie électrique. Mon modèle d'essai était la version Boost, donc avec les 90 km, et lui il est affiché 29 990 €, ce qui reste franchement correct. Ouais, tu disais, non, c'est vraiment là-dessus où ils arrivent à réduire les marges et peut-être proposer des offres plutôt attractives. Ouais. En termes de pouvoir d'achat, c'est sûr que ça peut paraître plus qu'intéressant, parce qu'ils ne bénéficient pas du bonus écologique. Non, ça n'existe pas pour les hybrides rechargeables de toute façon. Oui. Son autre défaut, c'est son look, j'ai envie de dire. Après, c'est très subjectif, mais il a quand même un design assez quelconque par rapport aux concurrents européens qui généralement sont très travaillés sur le style. Là, en élément de comparaison, ça te faisait penser à quoi comme véhicule ou de l'ancien temps peut-être, l'ancienne génération? Non, j'ai pas trop de comparaison. Je trouve ça très banal. C'est passe-partout en fait. T'as pas été emballé au niveau non, par le esthétique. design, non, franchement. Mais bon, après l'impression globale reste satisfaisante. Oui, faut le dire, c'est une bonne voiture, c'est une réussite. Bon, écoute, merci pour ce test et ces explications sur ces dossiers notamment à retrouver sur laprovence.com. Toujours. Nous deux, on se retrouve très vite, dans 15 jours à peu près, pour un nouvel épisode. Un nouveau prochain épisode. Ça marche, merci Quentin. À bientôt Eric, ciao.